Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce vendredi 27 août. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques et votre météo du week-end à venir. Au sommaire de votre journal ce soir, gros plan sur notre jeune génération au cœur de la crise sanitaire. Comment supporter cette longue période d'incertitude? Comment s'en sortir, positiver, accepter la situation, avancer aussi, en retrouvant pourquoi pas des sensations oubliées comme une vraie belle soirée en boîte de nuit. Ce sera l'occasion pour nous de faire un point ce soir avec le patron du célèbre Jimmy's, Antonio Hierón, qui après 16 mois de fermeture a remis du son et des lumières au cœur de la mythique piste de danse monégasque depuis le 22 juillet dernier. Bouger, s'éclater sous les sunlights en toute liberté, ou presque, beaucoup souvent rejettent la faute sur l'étendue de la pandémie avec l'attitude et les comportements des plus jeunes. Inconscient, voire irresponsable pour beaucoup, l'auteur du dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse, le psychologue et psychanalyste Michael Stora, sera notre grand témoin dans un instant. Et sans plus tarder, votre premier point info de votre soirée, avec vous, Vanessa Dessy, et on commence par le sport avec le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa qui s'est déroulée ce vendredi à Istanbul. Vanessa, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, et nous connaissons désormais les adversaires de l'AS Monaco placés dans le groupe B, 3 ans après leur dernière participation. Les Monégasques affronteront en phase de poule de la Ligue Europa le PSV Eindhoven, le Real Sociedad et Sturm Graz. Les Rouges et Blancs savent désormais par quel chemin passer afin de réussir une nouvelle épopée européenne. Football toujours, mais en Ligue 1 cette fois. L'AS Monaco se déplacera ce dimanche à Troyes. Et il s'agira de son deuxième déplacement de la saison après celui de Lorient pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. L'ASM affrontera Troyes ce dimanche au Stade de l'Aube. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac. Il revient sur les enjeux de cette rencontre. When you play this kind of rhythm, winning or losing is a part of our game, but we need to forget as fast as possible because the next game is coming in 3 days. So if we think too much about the last game, then we're losing the focus on the next game. And this is also a process I mentioned, especially for the young players, our experienced players. They did this for a long time, but the young players, they need to learn to live the rhythm they did not have before. Vous l'aurez compris, cette rencontre sera l'occasion d'engranger peut-être enfin une victoire en championnat après un début de saison difficile. Après une pause estivale, retour de la Formule 1 sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps. Une semaine après les 24 heures du Mans, la Formule 1 fait son grand retour ce week-end en Belgique. Comme en Hongrie, la météo pourrait être capricieuse avec des orages attendus tout le week-end, ce qui risque de rendre la course très compliquée. L'occasion, évidemment, d'encourager notre pilote national Charles Leclerc. Et ce soir, on va se poser une grande question. Les habitués de la nuit sont-ils revenus en boîte, justement ici en principauté de Monaco? Oui, les fameuses boîtes de nuit qui ont payé un lourd tribut à cette crise sanitaire mondiale. Avec nous, le directeur du Jimmy's à Monte-Carlo, Antonio Hierón. Bonsoir à vous, Antonio. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. On peut même faire déjà presque un bilan parce que si je ne me trompe pas, ça fait un gros mois que vous avez réussi à ouvrir à nouveau cet endroit mythique ici à Monaco et dans le monde entier, le Jimmy's. On a ouvert fin juillet, on a déjà fait tout le mois d'août et c'était vraiment une très bonne saison pour nous. À dire la vérité, on ne s'attendait pas à autant de succès, mais les clients ils étaient au rendez-vous, on a fait des week-ends extraordinaires. Grâce aussi à une programmation artistique adaptée au moment. Et donc on est vraiment très contents. Quand vous dites adapté, ça veut dire que les grands DJ étaient de retour aussi? Oui, on a eu un très grand DJ, c'est Black Coffee. Aujourd'hui, je pense que c'est le numéro 1 au monde. Ce soir, on a Martin Solveig. Et en fait, bon, notre direction artistique, en fait, il adapte aussi le DJ par rapport à la période, par rapport à la clientèle. Donc, tout s'est fait pour qu'on puisse rendre un service complet d'animation et de festivités à nos clients. Voilà. Oui, avec tout ce qui compte aussi, parce qu'il faut remettre les tables en place, les bouteilles, avec une configuration
différente du fait de la crise sanitaire. Il y a quoi? Il y a 500 personnes aujourd'hui? Avant, on était à 800 personnes, 900 personnes. Cette année, on était limité à 500 personnes. Donc, on a dû supprimer beaucoup de tables à l'intérieur du club pour avoir la distanciation d'1,5 mètre. Les tables sont maximum de 10 personnes. Voilà, donc on a dû respecter les consignes. Alors, à l'intérieur, on le voit souvent, on danse sans masque chez vous. Et c'est difficile de respecter une distance d'1,50 m, j'imagine, en boîte de nuit. Mais écoutez, Christophe, à l'intérieur, oui, la règle, c'est que le moment que les gens ils sont contrôlés à l'entrée, à l'intérieur, ils peuvent rester sans masque. La distanciation des tables à 1,50 m, c'est juste les tables. Du moment que les tables sont à 1,50 m, après, les gens, forcément, ils vont sur la piste, ils ne peuvent pas respecter une distanciation. Le plus compliqué, c'était évidemment l'entrée, c'est de filtrer à l'entrée, même si on vient surtout avec réservation en amont, parce que c'est pas simple d'aller au Jimmy's d'avoir sa table. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a eu effectivement quelques soucis le premier jour où on devait effectivement contrôler les QR codes. Il y avait certains QR codes de certains pays qui ne marchaient pas avec certaines applications, donc on a eu quelques difficultés. Le lendemain, grâce au contact de la SBM avec le gouvernement, en fait, on a pu accepter aussi des tests sanitaires sur papier. Voilà, donc ça a été, je vous dis la vérité, ça a été très facile. On n'a pas vraiment eu de grosses complications. Tout le monde a joué le jeu. Les gens, ils savent aujourd'hui qu'ils doivent sortir avec un pass sanitaire. Nos passes, nos parties. Hein. Antonio Hierón, est-ce que vous avez ressenti un énorme besoin de la part de votre clientèle et peut-être d'une nouvelle clientèle de venir en boîte de nuit retrouver le son, les vibrations? Moi, je pense que les gens, ils attendaient. Vous savez, moi, ce que je dis toujours, c'est un peu mon travail. La boîte de nuit, ce n'est pas indispensable dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont besoin. Ils avaient besoin vraiment de se relâcher après tout ce qu'on a vécu. Et on a trouvé vraiment, vraiment une ambiance de fête pendant ces dernières semaines. Les gens, ils étaient heureux. Vous voyez, Christophe, je voyais vraiment dans les yeux des gens qui étaient contents. Antonio, il y a un moment où on s'est dit, le monde de la boîte de nuit, le monde de la nuit va s'écrouler, il n'y aura plus de boîte de nuit parce qu'on ne pourra plus que danser à l'extérieur, avec des masques. On a eu peur à un moment? Absolument. Oui, on a eu peur. Dans notre cas, dans le Jimmy's, c'est vrai que c'est une boîte, elle est ouverte, même si on a une partie à l'intérieur, avec ce grand baie vitrée et tout, on est quand même à l'extérieur. Mais c'est vrai que le monde de la nuit, ça évolue très rapidement. Et en fait, il faut suivre cette vague et ce changement qu'il y a dans les années. Et donc, avec l'aide de la SBM, c'est vrai qu'on continue cette histoire, cette légende. On rentre au Jimmy's, on ne va pas juste en boîte de nuit. On rentre dans un lieu sacré, oui, dans un... Absolument. Oui, on rentre pour vivre une expérience. Pour certaines personnes, c'est un rêve. Pour terminer, vous allez m'aider, aider beaucoup de téléspectateurs ce soir de Monaco Info. Pour briller en soirée, je mets quoi comme musique ce soir pour mettre l'ambiance, pour mettre le feu comme au Jimmy's? Écoutez, là, il faut mettre absolument un morceau de Martin Solveig parce que ce soir, il va être la folie, ça va être la folie au Jimmy's, je vous l'ai dit. Merci mille fois d'avoir fait le bilan avec nous de ce premier grand mois de réouverture d'été, évidemment au Jimmy's à Monte-Carlo. Antonio Hierón, et bonne soirée, bon Martin Solveig ce soir. Merci beaucoup, Christophe. Merci, au revoir. Retrouvez les plaisirs oubliés comme ces soirées en discothèque pour généralement une clientèle, on l'a vu, plutôt jeune, se retrouver autour d'un verre, échanger, bouger, se laisser porter par la musique. On a le sentiment que l'on est presque proche finalement d'une thérapie pour beaucoup, pour cette génération, bien souvent, trop souvent montrée du doigt peut-être aussi, en cette longue période de prise de conscience et de pandémie. Pour aller plus loin ce soir sur Monaco Info, avec nous, le psychologue et psychanalyste Michael Stora. Bonsoir à vous. Bonsoir. Envie de danser, vous l'avez compris, est-ce que finalement ça égale tout simplement cette envie de vivre, cette simple envie de retrouver le monde d'avant? Évidemment, on a pu voir d'ailleurs certaines manifestations qui ont été plus ou moins autorisées entre deux confinements où les jeunes ont eu un besoin quasiment vital de se retrouver et parfois de manière très très alcoolisée. Et je pense que la jeunesse, d'une certaine manière, a vécu à travers des confinements une forme de mélancolie que nous avons tous vécue, mais d'autant plus lorsqu'on est jeune, où la question de l'élan vital, de la pulsion de vie est très très présente. Et c'est évident que cette exaltation qui apparaît, qui peut choquer certains, et je trouve tout à fait explicable. Elle est explicable, mais elle est aussi condamnable pour beaucoup aujourd'hui. Oui, mais alors j'ai presque envie de dire que, entre guillemets, les vieux
ont toujours eu un peu peur des jeunes. Et c'est vrai que souvent, ces mêmes personnes ont oublié qu'eux-mêmes ont été jeunes. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a cette envie de libération, d'aller crier partout dans la rue, mais ce n'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Il y a tout ce paradoxe entre être responsable vis-à-vis de ses parents, voire de ses grands-parents. Et c'est vrai que souvent, les jeunes qui, à l'époque, ne se vaccinaient pas, se retrouvaient un petit peu comme stigmatisés, pointés du doigt, comme étant à l'origine. Mais il s'avère qu'étrangement, le troisième âge eux-mêmes se disant, mais au fond, nous sommes aussi peut-être responsables par le fait qu'on se doive de nous protéger à tout prix. Et donc c'est vrai que ça a pu peut-être engendrer une forme de conflit générationnel avec d'autant plus de force, oui. Et on le sent même dans les familles, des conflits, hein. Automatiquement. On parle des jeunes, on parle aussi des adolescents. C'est pas simple de dire à un gamin de 14 ans, tu sors pas, tu fais pas la fête, tu mets un masque, tu restes à 1m50 et tu peux même pas me faire un bisou ni à papy, ni à mamie, ni à ton petit frère ou ta petite sœur. Hein. C'est vrai. Dans mon travail, moi j'ai plutôt repéré, plutôt chez les étudiants, des grandes difficultés parce qu'en effet, lorsqu'on est étudiant, on découvre l'autonomie de sa vie, l'université, on a d'autant plus envie. Et je crois qu'on n'a pas encore conscience aussi bien des effets à long terme et aussi malheureusement peut-être des traumatismes à long terme. C'est très compliqué pour avancer aujourd'hui et on a l'impression qu'on porte tout le fardeau de ce monde, toute cette pandémie. On voit bien que les cours à distance et je dirais que même le rapport à distance n'a pas aidé parce que, comme vous le savez, la sensorialité la plus empathique, ça reste le toucher. Alors, on a encore du mal à se toucher, mais on voit que les jeunes ont un besoin fou de se toucher et c'est nécessaire. Et je crois que, j'espère que, je suis persuadé que le tactile va devenir une urgence sanitaire pour bientôt. Mais c'est vrai qu'au fond, on peut se demander à quel point les jeunes vont nous donner l'exemple pour pouvoir retrouver une convivialité. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est anti-tout, qu'on est anti-vax notamment. On peut aussi, voilà, même si on a des différends dans la famille, on peut y venir, on peut le comprendre aussi et l'admettre et y arriver. On voit bien comment les réseaux sociaux abîment d'une certaine manière notre rapport à l'autre. Et je crois que beaucoup de jeunes vont petit à petit, peut-être parce qu'on a trop consommé de ces réseaux sociaux, comme une manière de réenvisager le monde bien réel comme un monde dans lequel on peut s'épanouir sans avoir trop peur. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on veut se retrouver quelque part ensemble, les jeunes, pour aller plus loin et redorer le blason d'une jeunesse qui est souvent critiquée, puisque rebelle, par définition, ou presque. Oui, c'est vrai. Alors en même temps, elle est rebelle, mais moi je ne trouve pas forcément suffisamment et peut-être pas au bon endroit. Il est important peut-être à certains moments de baisser nos niveaux de pulsion, de toute puissance, et peut-être faire le deuil un peu de notre enfance et d'accepter que le monde des adultes, le monde réel, n'est pas un monde terriblement anxiogène et qu'il est possible de s'y épanouir. Et c'est ce que je tente de faire avec les jeunes que je reçois. Vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste, vous êtes également fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et si les écrans nous soignaient? Ça me rappelle un bon titre de livre, ça tient. C'est vrai, merci, c'est le vôtre. Mais alors, mon prochain livre va s'appeler Les réseaux asociaux, le côté obscur des algorithmes, qui sort chez Larousse. Mais néanmoins, c'est vrai que, paradoxalement, ils peuvent nous soigner, mais ils peuvent aussi, malheureusement, nous enfermer, ou en tout cas, nous enfermer dans des idéologies qui ne sont pas les nôtres. Et je crois qu'on souffre d'une société qui est terriblement idéalisante. Les réseaux sociaux en sont des relais, mais parfois des fondements. Et je pense qu'il faut rompre avec cette idée que la vie, ce n'est pas toujours du bonheur, des paillettes, c'est aussi des moments où on vit des échecs et c'est aussi dans les échecs que l'on apprend à pouvoir rebondir et à s'affirmer. Et je crois que c'est peut-être ça une des choses importantes dans notre société, c'est qu'on laisse peu la place au fait que parfois ça ne va mal. Et je crois que cette crise sanitaire a été comme une expérience pour nous montrer que tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. En conclusion, vous dites quoi? Aujourd'hui, les jeunes sont exclus, incompris, inconscients? Je dirais que j'ai tendance à penser qu'on a tendance parfois à ne pas toujours comprendre les jeunes, peut-être aussi par envie et jalousie, puisque nous parlions du fossé générationnel, ça fait longtemps que nous avons découvert les premiers plaisirs, les jeunes les découvrent, et parfois ils nous donnent envie, ils nous donnent à voir ce que l'on n'est plus, et en même temps c'est accepter de ne pas être forcément que des potes, mais d'être des parents, et j'ai peut-être envie de dire de manière provocante, des vieux cons. Merci mille fois, Michael Estora, d'avoir été avec nous ce soir. C'était passionnant sur Monaco Info, d'avoir votre avis évidemment sur cette jeunesse, très souvent ou trop souvent pointée du doigt. Merci à vous, à très vite.
L'avenir de notre principauté cette fois et ses grands projets, comme le chantier de l'îlot Pasteur qui accueillera, entre autres, le tout nouveau site du collège Charles III. Alexandra Pani, on vous retrouve sur place pour faire un point sur l'évolution des travaux. On avait quitté ce chantier il y a quelques mois, vous le voyez. Il a bien grandi, bien poussé. Je me trouve dans ce qui sera le futur collège Charles III, situé sur l'îlot Pasteur, bien sûr, à ne pas confondre. Comment est-ce que ça se passe, Serge Second? On avance, on est déjà sur 8 étages. Là, le collège, en effet, on est arrivé au 8e étage, donc dernier étage, mais au-dessus du parvis. Donc on n'est pas à 8 étages en tout, c'est 8 étages au-dessus du parvis. Et il y a encore après au moins 6 étages dessous. D'ici fin d'année prochaine, donc la structure, on verra vraiment le collège prendre forme avec les salles de classe élancées entre ces fameuses piles en béton, avec la charpente métallique qui va arriver au fur et à mesure. Donc ça va être assez impressionnant. Les fameuses boîtes ont commencé à être construites pour éviter au maximum les nuisances sonores, c'est bien ça? C'est ça. Donc là, la boîte acoustique au niveau du collège est finie. Donc on a vraiment fait la dalle au-dessus du gymnase. On a fait au-dessus de l'auditorium et de la piscine. Donc vraiment le collège, ça y est là, la boîte acoustique est terminée. On a même aussi fait au préalable la place Urtimbert. Donc du coup on a pu commencer à terrasser. Après le collège, ce sera la partie, on va dire, plus bureau qui se situe du côté d'Hélios, c'est ça? C'est ça exactement. On a en gros l'îlot Pasteur, il y a une grosse partie collège. L'autre partie c'est espace Léo Ferré, pour ne pas l'oublier en dessous, comme on avait le gymnase à piscine là, c'est l'espace Léo Ferré. Et après dessus les bureaux. Un chantier qui se terminera en 2024. Ne vous inquiétez pas, d'ici là, on sera bien entendu de retour pour suivre les travaux. Travaux, ralentissement, l'occasion de rappeler, Vanessa, les restrictions du moment en matière de circulation, toujours important avant de prendre le volant. Et dans le cadre de l'opération Ida, d'importants travaux ont nécessité la fermeture de l'avenue de Fontvieille dans le sens descendant depuis plusieurs semaines, de 6h à 21h30. Eh bien, sachez que l'ouverture à la circulation est prévue le 1er septembre. Une nouvelle phase de travaux sur cette portion est attendue en février 2022. Et puis la rentrée approche à grands pas, Vanessa, et certaines écoles de Monaco ont fait peau neuve. Et c'est le cas de l'école François d'Assise Nicolas Barré à Monaco-Ville. Des travaux de rénovation et modernisation permettront d'accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Peinture des couloirs et des classes en passant par la chapelle, revêtement à neuf de la cour de récréation. La petite école primaire est à présent prête pour cette nouvelle rentrée des classes. La haute saison estivale s'achève et il est l'heure de dresser un bilan du côté de la gare de Monaco. Effectivement, face aux forts enjeux avec notamment la crise sanitaire, je vous propose d'écouter Fabrice Morénon, directeur général Hub et Connexion à la gare de Monaco. Il nous dresse un bilan de cette saison estivale. On a observé pendant l'été tout d'abord une petite diminution du nombre de passagers et notamment des pendulaires, mais petit à petit, ça s'explique notamment avec le phénomène du télétravail qui s'est développé, mais là depuis quelques jours on observe à nouveau un retour des voyageurs en gare et on est vraiment ravis de cette tendance. Je souhaite remercier nos commerçants qui ont joué le jeu pendant la crise. La gare de Monaco, c'est la 3e gare de la région sud, vous vous rendez compte, après Marseille et après Nice. Et donc vous voyez, c'est une gare très importante et on est ravis que finalement pendant toute cette période estivale, le nombre de visiteurs qu'on a pu accueillir et que tout soit très bien passé. Et ce bilan démontre également que durant cette crise sanitaire, un tourisme de proximité s'est largement développé dans la région. La Villa Paloma proposait hier une projection nocturne et en plein air. Oui, ce jeudi, la soirée permettait d'accéder à la projection de Conze de Roberto Del Voy, un témoignage unique qui montre comment il est possible d'abolir la frontière entre l'art et la vie jusqu'à la folie. Durant la soirée, une cave à vin nomade a pu également proposer une sélection originale de vins locaux et étrangers, mais aussi des produits régionaux. De la Villa Paloma, on se dirige désormais vers le Grimaldi Forum, où jusqu'à dimanche soir, 20h, vous avez l'occasion formidable de pouvoir encore admirer l'exposition Giacometti. Plus de 32 000 visiteurs déjà ont pu admirer les œuvres de l'univers de l'artiste peintre et sculpteur. Notre guide ce soir, Alexandra Pani. L'homme qui marche, plus qu'une œuvre d'art, cette pièce est devenue une icône de l'art du XXe siècle.
connu du grand public pour ses grandes sculptures élancées, cette rétrospective offre une autre facette du travail d'Alberto Giacometti, ses peintures, ses dessins, ses inspirations. On avait la chance d'avoir programmé Giacometti et une collection finalement qui venait de Paris, donc pas de problème particulier pour traverser des frontières, voyager internationalement pour les œuvres. Je pense que cette année c'était également important. Mur blanc, jeu d'ombre et lumière pour ne voir que l'essentiel, décor sobre pour mettre à l'honneur cet ensemble impressionnant de sculptures. Après une année blanche, le public retrouve l'espace Ravel et ses 2500 mètres carrés. Une scénographie dictée par les œuvres et pensée pour faciliter la circulation. 10 salles rythmées par la jeunesse de Giacometti, ses attaches artistiques et ses inspirations. Giacometti considérait que l'univers autour de lui, aussi bien la nature morte, un personnage qui marche, appartenait à cet univers du merveilleux. Il avait un esprit assez mélancolique. La nature a été très longtemps également ses sources d'inspiration et toute une salle est consacrée à ses œuvres qui font écho à sa période de jeunesse, à ces grands arbres dans sa Suisse natale qu'il aimait fréquenter, dans lesquels il retrouvait la verticalité de ses figures et de ses portraits qu'il a réalisé tout au long de sa carrière. Bronze, plâtre, peinture, dessin, cette rétrospective est la plus complète de l'artiste. 230 pièces prêtées exclusivement par la Fondation Giacometti de Paris, à voir jusqu'au 29 août. La météo de ces prochaines heures et comment s'annonce ce début de week-end, Vanessa ? Eh bien Christophe, le soleil ne sera pas très présent ce samedi puisque des orages sont attendus en principauté. Les températures resteront tout de même élevées, elles oscilleront de 19 à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 6h47 et se couchera à 20h15 et nous fêterons les Augustins. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et la suite de nos énigmes, de nos trésors cachés. À vous de vous souvenir où vous les avez déjà vus, admirés au cœur de la principauté et plus particulièrement ce soir dans le quartier de la Condamine. Photo signée Michael. Allez-y. Bonne soirée à toutes et à tous et dans un instant, ne manquez pas le magazine de Frédéric Hélion en immersion au sein de l'équipe du Monaco Rugby Sevens qui a remporté samedi dernier, on s'en souvient, l'une des étapes du tout nouveau championnat de France de rugby à 7. Les Monégasques joueront d'ailleurs la phase finale cet automne à Paris. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info.